J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Salam alaikum wa zulfullaoun. Nous avions commencé cette journée du 5 novembre 2023 par une première émission sur l'exploration du régime, du fonctionnement interne et des caractéristiques majeures du régime algérien par un rapport parlementaire français. Nous en avions parlé depuis le 19 octobre dernier. On a le fameux rapport sur la diplomatie culturelle et les réseaux d'influence de la France en Algérie, rédigé par le membre de la commission des affaires étrangères du Parlement français, Frédéric Petit. On va l'obtenir et nous avons obtenu ce rapport. Il n'y a pas 70 pages, plus exactement, il y a précisément 129 pages, dont 70 pages qui parlent uniquement de l'Algérie. Frédéric Petit, en tant que député des Français établis à l'étranger, s'est déplacé à Alger et à Oran. Et là, s'est adressé avec les diplomates français, avec des hauts responsables algériens, avec des membres de la société civile algérienne, avec des Français établis en Algérie. Il en a fait donc un rapport qui essaye d'expliquer un petit peu qu'est-ce qui bloque au niveau. Il explique beaucoup. Franchement, il va vraiment dans les profondeurs, hein. C'est un rapport complet, très intéressant, qui va dans les profondeurs des blocages qui empêchent le développement des projets de coopération entre l'Algérie et la France. Au Connaît, comme dans la première émission, ce rapport a dessiné les trois caractéristiques majeures du régime algérien et pour une raison qui est simple, parce qu'au moins, les experts étrangers, quand ils se déplacent en Algérie, ils ont le recul, ils ont cette objectivité, ils ont cette rigueur scientifique et cette rigueur morale avec laquelle ils peuvent observer, analyser la situation de notre pays. Maintenant, nous sommes impliqués, affectivement, nous nageons dans un océan d'émotions, complexe et souvent négatif. Et comme on a en Algérie, on a deux problèmes. On a un problème plutôt qui se divise en deux en fait. Nous voulons changer notre pays, mais nous sommes déchirés entre le désir de changement et le désir de protéger notre pays. On a peur du changement. Il n'y a pas que les dirigeants algériens qui ont peur du changement, même les Algériens tout court. Les Algériennes et les Algériens tout court ont peur du changement. Dans une émission à part, on critique notre pays, on veut changer ça. Mais dès qu'on commence à aller sur le terrain du concret, comment on critique, quel type de république nous voulons, quels sont les rapports que nous voulons avec le monde extérieur, avec nos voisins, avec les puissances étrangères, avec le libéralisme économique, avec la mondialisation, on ressent des relents de protectionnisme, de repli sur soi. Parce qu'on a peur aussi du changement. Les Algériens eux-mêmes ont peur du changement parce qu'ils croient ils ont aussi cette idée que le changement peut être négatif. On a vu ce qui s'est passé avec les printemps arabes, on a vu ce qui s'est passé avec octobre 88, on a vu ce qui s'est passé avec le Hirak. À chaque fois qu'on essaie de surfer sur une vague de changement, et ça donne lieu à des catastrophes juste après. Donc on est déchiré entre le désir de se protéger et le désir de changer. Donc, c'est ce qui nous empêche d'avoir peut-être ce recul nécessaire pour avoir une analyse scientifique et froide du problème de notre pays. Dans la première émission, le rapport parlementaire français a bien compris que la surveillance de la population est un élément fondamental pour le régime algérien. Et c'est pour cette raison que nous avons d'ailleurs des milliers de militaires, des milliers de policiers, des milliers de gendarmes. Nous avons vraiment l'un des appareils sécuritaires les plus développés en Afrique et les plus développés dans le monde arabo-musulman. Nous avons un régime très très fort sur le plan sécuritaire. Le régime algérien est défaillant sur beaucoup de choses, mais sur le plan de la sécurité, au niveau de l'enseignement humain notamment, au niveau de l'approche humaine, peut-être au niveau technique, on ne maîtrise pas encore, les autorités algériennes ne maîtrisent pas encore l'ensemble des nouvelles technologies, tout ce qui est au niveau des écoutes, au niveau de ce qui est high-tech, les nouvelles technologies, contre la cybercriminalité, la cyberguerre, etc. Mais sur le plan humain, nous avons une armée solide, des services de sécurité très solides. Je vous rappelle, je m'ai plus de son émission, on a donné le nom des policiers, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Quelles sont les autres caractéristiques majeures? Alors, ce rapport a le mérite de pointer le doigt sur deux autres caractéristiques. En plus de la surveillance importante de la population et massive, le maintien de sa propre sécurité. Le régime algérien, pourquoi il veut surveiller la population? Pourquoi on a 250 000 policiers, plus de 400 000 soldats? En réalité, nous avons presque 500 000 soldats.
200 000 gendarmes, des milliers d'agents des services, des services secrets, sans parler des autres services de sécurité connexes. C'est parce qu'il craint pour ça. C'est un régime qui est tout le temps dans la crainte de la sécurité. Le régime algérien a vécu la décennie noire. Il a vécu l'octobre 88. Il a vécu le printemps berbère, le printemps noir 2001. Il a vécu les émeutes de 2011 et la menace des printemps arabes. Il a vécu ensuite le Hirak. 5 épreuves en 30 ans. 5 épreuves qui l'ont menacé directement. La décennie noire, c'était une guerre. C'est des milices de l'opposition islamiste armée qui ont pris des armes. Il a gagné. Le printemps berbère 2001, c'est une population qui s'est révoltée. Une population de la région la plus sensible, la plus stratégique du pays, qui est la Kabylie, le cœur battant du pays, l'une des régions les plus peuplées, les plus connectées à l'international et les plus politisées. Avec le Hirak, avec le printemps arabe, il est tout le temps, le régime algérien, il est tout le temps confronté à des épreuves violentes et brutales. Le Hirak, il a fait énormément peur. Le régime a tremblé. Il y avait 13 millions entre février et mars 2019. Il faut les gérer. Vous imaginez le Canada, les 13 millions ont voulu faire des émeutes ou la casser, ou là ils ont voulu foncer sur la présidence, ou les ministres, le parlement, là. Ça aurait été ingérable. Ça aurait été, heureusement que le Hirak était pacifique. Mais la sécurité est une obsession du régime algérien. Parce il a toujours été menacé. Il n'a jamais été tranquille. Mon indépendance, il y a la guerre des sables avec le Maroc. Moral, les tensions permanentes avec le Maroc. Mbadika, il y a eu les années 80, octobre 88, et le choc pétrolier de 1986. Octobre 88, la décennie noire, etc. Des épreuves en permanence. Et ces épreuves ont nourri une obsession sécuritaire. C'est pour cette raison que le régime algérien donne le plus grand budget à l'armée. C'est pour ça qu'il augmente significativement chaque année le budget de la police. C'est pour ça qu'il renforce toutes les infrastructures sécuritaires du pays. C'est pour ça que beaucoup d'argent est investi dans la sécurité et la sécuritocratie. Il y a une obsession sécuritaire. Et ça, si on ne le comprend pas, on ne comprendra pas le régime algérien. La troisième caractéristique, surveillance de la population, obsession sécuritaire pour se maintenir en vie, l'administration des ressources, des hydrocarbures, le gaz et le pétrole. Le régime algérien, sans pétrole et le gaz, n'aurait jamais pu durer. Sans l'argent du pétrole et du gaz, il n'aurait jamais pu financer l'armée, il n'aurait jamais pu financer la police, il n'aurait jamais pu financer la paix sociale, il n'aurait jamais pu sécuriser le territoire national. Le pétrole et le gaz est un élément fondamental du régime algérien. D'ailleurs, ce régime est appelé à disparaître avec la disparition progressive de l'exploitation du pétrole et du gaz. Le jour où il n'y aura pas assez de pétrole et de gaz à exploiter, à exporter vers l'extérieur, le régime algérien est appelé à disparaître. Parce qu'il n'aura pas suffisamment de ressources financières pour assurer son fonctionnement actuel ou sa configuration actuelle. C'est pour ça que quand les experts étrangers jouent, la rigueur intellectuelle. C'est très simple. Parce que en Algérie, le régime qui est le régime, comment fonctionne le système, où je connais le système. Il faut arrêter de faire de la littérature. Le système, c'est 3 choses. C'est les appareils sécuritaires et militaires. C'est les appareils qui gèrent et qui dirigent les hydrocarbures du pays. Et c'est les appareils qui assurent ensuite, et c'est les décideurs qui élaborent les stratégies de vie et de maintien en vie du régime. C'est le régime algérien. C'est pas la peine d'appeler des noms. Ensuite, ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est quand même, il t'explique, c'est que quelle est la différence entre le régime algérien et un État normal? C'est qu'un État normal, il y a une stabilité, il y a une continuité, il y a des institutions qui fonctionnent. En Algérie, il n'y a pas d'institutions. Où je crois que tous les projets par exemple, quand la France veut travailler avec le régime algérien. Quand la France veut travailler avec le régime algérien, quand elle veut, avec l'Algérie tout court, parce que voilà, pour les Français, on investit de l'argent pour la coopération avec l'Algérie. Il y a 5 millions d'Algériens qui vivent en France, il y a des relations historiques, il y a plus de 30 000 expatriés français en Algérie, il y a des deuxièmes partenaires commerciaux. La France fait partie des 3 premiers partenaires commerciaux de l'Algérie. L'Algérie fait partie des 5 partenaires commerciaux les plus importants de la France en Afrique. Donc ça reste quand même un pays important pour la France. Et la France est un pays important pour l'Algérie. C'est normal qu'il y ait des projets de coopération. Mais pourquoi ces projets de coopération sont bloqués et aboutissent rarement à des résultats positifs? Parce que ce rapport, il y a une instabilité, une illisibilité, une précarité de l'administration.
ما كاش اللي واش يقول لك le rapport. Les ministres comme leur administration hésitent à prendre des initiatives sur fond de création de règlement de compte ou d'instrumentalisation des procédures judiciaires. Les ministres, les fonctionnaires en Algérie n'ont pas de pouvoir. Ils sont juste, c'est des figurants. C'est des simples exécutants de quelques missions totalement superficielles. Un ministre n'a pas beaucoup de pouvoir. C'est rare les ministres qui avaient autant de pouvoir, qui avaient vraiment du pouvoir. Et les ministres qui avaient des pouvoirs, qui avaient réussi à avoir un certain pouvoir d'influence ou avoir qui pouvaient aller vraiment accéder au centre de décision, ont duré un peu longtemps. Ensuite, ils ont fini très mal. C'est rare. Les Warraham, les Benbouzid, les Shakib Khali, les Warraham, les Bouchouarb, les Sillal, les Ouyahya, ils ont tous le cas des disgrâces. Mais à part Tebboune qui a réussi à devenir ministre, c'est très rare. Ouais. Et mais à part Tebboune qui a réussi à devenir président de la République, grâce à une cooptation de l'institution militaire et des services de sécurité, les autres ministres qui avaient des ambitions politiques, etc., ont fini très mal. Parce que ce sont des simples exécutants. Le régime, c'est rare le régime algérien où un simple exécutant devient un décideur. C'est très 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 rare. On verra comment Tebboune va finir, est-ce qu'il pourra prospérer, est-ce qu'il pourra continuer, etc. Wallah, le rapport, il a bien expliqué les choses. Sarahatan, on n'a pas d'administration. On n'a pas d'administration, on n'a pas d'institution. Et c'est ça, les décideurs, quand, ce qui est vraiment la preuve qu'il n'y a pas d'institution. Les Français, les autorités françaises, quand ils coopèrent avec les dirigeants algériens, il n'y a pas de canaux de communication officiels. C'est souvent des messageries personnelles. C'est-à-dire les dirigeants, les ministres, les hauts fonctionnaires, les secrétaires utilisent leur messagerie personnelle. Il n'y a pas de site internet, d'organisation logistique où tout passe par le canal officiel. Et quand un responsable change, le projet est bloqué. Le projet est bloqué parce que le projet de coopération avec l'Algérie dépendait de cette perte, de la bonne volonté de ce responsable. Une fois qu'il part, celui qui va lui succéder peut l'abandonner. Généralement en Algérie, quand un responsable succède à un autre, il ne fait pas de continuité. Il n'y a pas de continuité. Il veut imposer ses propres projets pour se distinguer de son prédécesseur et pour dire voilà, je fais mieux que mon prédécesseur. Il n'y a aucune continuité parce qu'il n'y a pas un fonctionnement institutionnel. Je parle dans le cadre de la gestion des affaires civiles et des affaires économiques et sociales de l'État. Les affaires sécuritaires, les affaires militaires, et le pétrole ou le gaz, il y a une continuité. Parce que Sonatrach est une institution solide, l'armée est une institution solide, les services de sécurité sont des institutions solides, les services secrets sont une institution solide, malgré toutes les crises qu'elles traversent, mais les autres départements ministériels, les autres institutions de l'État algérien ne sont pas des institutions. Ce sont des appareils qui existent. Elles peuvent bien fonctionner si elles ont à leur tête des bons fonctionnaires et des bons ministres. Mais quand il y a des changements brutaux ou une instabilité au niveau des dirigeants, eh ben, il n'y a aucune continuité. Il n'y a aucune continuité. Et c'est très important. Malheureusement, c'est ça le régime algérien. C'est pour ça qu'on parle de système, de régime et pas d'État. Et c'est pour cette raison qu'un regard externe nous aide à mieux comprendre le fonctionnement de notre pays. Sans parce que les Algériens c'est ça le régime. C'est l'obsession sécuritaire, la surveillance de la population, la surveillance massive de la population et l'administration du pétrole et du gaz. C'est ça le système. Le système, c'est Sonatrach, l'armée et les services de sécurité et la tête pensante, c'est-à-dire la présidence, l'état-major et les services secrets qui établissent la stratégie sécuritaire et militaire du pays, pas plus. On n'a pas de stratégie économique et sociale. La stratégie économique et sociale, c'est comment partager l'argent du pétrole, comment utiliser l'argent du pétrole que nous donne Sonatrach et ses partenaires étrangers pour faire fonctionner le pays et pour le protéger. Nous sommes dans une perspective de protéger, de se protéger, pas de se développer. Le jour où on va changer, on va se débarrasser de l'obsession sécuritaire et on va la remplacer par l'obsession de se développer avant l'obsession de sécurité ou de se protéger, ce jour-là, vous allez voir, l'Algérie pourra se développer.